Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Avant de vous présenter l'invité et le sujet, je voudrais vous souhaiter une très belle et heureuse année 2022. J'espère qu'elle sera remplie de succès, de bonheur et surtout que vous ne serez pas touchés par ce satané virus. Depuis fin 2018, l'industrie du jeu vidéo est toujours la plus grosse industrie culturelle en France, mais également dans le monde par le chiffre d'affaires. Depuis plusieurs années, je me demandais où en était l'UX design chez les éditeurs de jeux vidéo. Et franchement, la meilleure personne pour y répondre, c'est Celia Audent, qui est reconnue internationalement comme experte de l'approche UX et des sciences cognitives dans l'univers des jeux vidéo. Durant cette interview, je lui ai demandé comment elle avait débuté dans cette industrie. Est-ce qu'il y a des méthodes et des approches différentes pour évaluer l'expérience des joueurs? Nous avons aussi échangé sur les formations pour être designer dans le jeu vidéo. Et enfin, nous avons aussi parlé de design éthique. Je vous propose d'écouter cet épisode qui s'appelle « Comment devient-on spécialiste UX des jeux vidéo ?» C'est vraiment une interview riche et inspirante avec Celia Audent. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Bonjour Célia, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et toi ? Merci. Alors, pour préciser à nos auditrices et à nos éditeurs, donc tu es docteur en psychologie de l'université Paris 5 Sorbonne. Tu es auteur de 3 livres et spécialiste UX en jeux vidéo. Tu as notamment travaillé pour Epic Games sur le jeu mondialement connu Fortnite et chez Ubisoft sur de nombreux jeux. Et tu es aussi connu car tu as créé le Game UX Summit. Et puis tu es aussi speaker dans de nombreuses conférences. Tu as participé à pas mal de masterclass. Et puis tu interviens dans de nombreuses émissions de radio, vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc j'ai la chance de te recevoir dans mon podcast Design Plus. Et je suis donc très content de te recevoir enfin dans Design Plus. Et donc, je voudrais te remercier d'avoir accepté cette interview. Mais avec plaisir. C'est toujours ce qui est plus compliqué, c'est toujours trouver le moment. Mais sinon, c'est toujours avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Eh bien, pour expliquer rapidement à nos auditrices et à nos éditeurs, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on échange sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, nous avons réussi à trouver un créneau et je suis vraiment très content. D'abord, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment est née ta passion pour les jeux vidéo et comment tu es arrivé professionnellement dans le monde des jeux vidéo, s'il te plaît. Oui, j'ai une passion plus pour les jeux de façon générale que les jeux vidéo en particulier. Et ça me vient dans ma famille, parce qu'on est très joueurs dans ma famille. Et depuis toute petite, avec mes parents, on a toujours aimé jouer à beaucoup de jeux. Même là, à Noël, on s'est réunis, on aime bien manger et bien boire, mais c'est surtout ce qu'on aime, c'est faire plein de jeux derrière. Donc ça a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Et puis après, les jeux vidéo sont arrivés assez vite chez moi. J'étais toute petite, j'ai eu les premières consoles comme la Philips, je sais plus comment elle s'appelle en français, mais Magnavox Odyssey. Donc ça c'est voilà, depuis toute petite c'était là. Donc ça fait partie de ma vie, on va dire. Et donc j'ai tout le temps joué aux jeux vidéo en grandissant. Et quand j'ai fait mon doctorat en psychologie, j'étais vraiment loin de penser que j'allais atterrir dans le jeu vidéo. Mais moi, j'étais spécialisée dans le développement de l'enfant, et on sait que le jeu est vraiment primordial pour le développement cognitif et affectif et social de l'enfant. Et donc du coup, après mon doctorat, j'ai voulu essayer de trouver un travail
où je pouvais appliquer mes connaissances au développement de l'enfant. Et j'ai trouvé un travail chez VTech qui fait des jeux et des jouets éducatifs. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'industrie du jouet et du jeu. D'accord. Euh, de fil en aiguille, j'ai fini par atterrir dans le jeu vidéo, ce qui faisait sens parce que pour moi, c'est à la croisée des chemins entre le jeu, hein, qui, comme je te disais, est important pour moi, mais aussi important dans mon travail, parce que le jeu, comme je te disais, c'est primordial dans le développement de l'enfant. C'est des choses qui sont, on sait, c'est important aussi pour rester alerte quand on commence à vieillir. Donc entre le jeu, entre l'art, je suis plutôt passionnée par l'art en fait, plutôt par la musique même. Et donc dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de créativité. Vraiment une industrie où il y a beaucoup de gens, il y a des gens plutôt techniques, il y a beaucoup de sciences aussi, et c'est une forme d'art, donc il y a aussi beaucoup d'artistes, on a des musiciens, on a des sound designers, et on a beaucoup d'artistes visuels, donc c'est aussi intéressant pour ça. Et finalement, donc la science, c'est aussi quelque chose qui est très important dans ma vie, et dans le jeu vidéo, on a cette approche de plus en plus UX, et donc c'était vraiment l'UX, c'est vraiment les sciences cognitives appliquées. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans le jeu vidéo, parce que c'était vraiment au centre de tout ça. D'accord. Est-ce que tu penses que parce que c'est vrai que souvent, d'après ce que j'ai lu comme article ou avant de t'interviewer, ou même ce qui est écrit en préface de ton livre dans le cerveau du gamer, Mm-hmm. et c'est écrit que tu es reconnu comme de façon internationale. Est-ce que ça veut dire que c'est pas pour t'enjoliver hein, quoi que ce soit. Non, mais ça fait toujours plaisir. C'est surtout parce que je me demandais si en fait dans l'univers du jeu vidéo, est-ce que l'UX est présent depuis longtemps ou est-ce que parce que tu disais à l'instant que Non, c'est quelque chose qui non, commence etc. Est-ce que c'est là c'est depuis assez. longtemps? Ouais, non, c'est assez récent. En fait, ça fait assez longtemps que dans le jeu vidéo, il y a des tests utilisateurs, on appelle ça des playtests dans le jeu vidéo. D'accord. On va dire que ça va faire une vingtaine d'années que c'est présent. Après, c'était surtout les grosses sociétés qui faisaient ça. Microsoft, Ubisoft, Sony, ils faisaient des playtests depuis pas mal de temps. Mais vraiment, l'approche UX, l'interaction humain-machine, toutes ces notions-là, c'est arrivé très tardivement. C'est encore aujourd'hui en train de se développer. Alors, ça se développe partout, hein. Je dis pas que dans les autres industries, on est au top au niveau de l'UX, mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est quand même relativement nouveau. Moi, j'ai commencé à voir le terme UX dans mon intitulé de poste, que chez Epic Games, en fait, officiellement. Même avant ça, j'étais chez LucasArts. LucasArts, j'étais embauchée comme designer, game designer. Je suis pas du tout game designer, mais il n'y avait pas de case UX en fait. C'est pour ça D'accord. qu'il s'est intitulé poste-là. C'est moi qui suis toute seule, me suis appelée UX lead chez LucasArts, parce que j'étais pas designer, donc il fallait aussi que ça soit cohérent. Donc tu vois, c'est assez récent, hein. Et aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus trendy, là, beaucoup plus en vogue, mais c'est très souvent mélangé avec l'UI. C'est-à-dire qu'on va souvent parler du X pour parler d'interface et pas forcément pour parler de l'approche de façon générale. D'accord, ok, d'accord. Et quand tu dis que c'est récent, c'est l'UX dans Ouais. les jeux vidéo, c'est quoi? C'est en termes de date, c'est quoi? C'est plutôt 5 ans, 10 ans ou encore Je dirais que moins? ça fait 5 ans que ça s'est vraiment bien développé. On va dire, bon, en fait, ça fait une vingtaine d'années quand même que Hmm, c'est là, sans être vraiment là, mais que voir fleurir des postes avec l'intitulé UX, ça s'est quand même beaucoup développé, surtout ces 5 dernières années. d'accord, Avant ça, c'était encore assez rare. Il y avait beaucoup de postes en recherche utilisateur, donc on avait beaucoup de chercheurs. Enfin, beaucoup. Dans les grosses sociétés du jeu vidéo. Mais voilà, c'est tout. Donc, c'est quand même assez récent, hein.
D'accord, ok. Tu en parlais à l'instant, j'ai lu effectivement quelque part que toi, tu te positionnais pas comme un UX researcher ni UX designer et Mhm. que tu travaillais plus sur la stratégie UX d'un Oui, jeu vidéo. oui. Et j'aimerais en fait savoir en quoi consiste la stratégie, ce que toi t'appelles la stratégie game UX ou game UX vidéo, jeu vidéo, je ne sais pas Oui. comment tu l'interprètes exactement. Oui, en fait, c'est vraiment avoir une vue d'ensemble. Avoir une stratégie UX, c'est déjà vraiment s'assurer de comprendre quelle expérience on souhaite offrir à quel type d'utilisateur, donc quel type de joueur ou de joueuse. C'est déjà comprendre ça et être sûr que tout le monde est d'accord sur l'expérience qu'on souhaite offrir. Déjà, ça, c'est une grosse partie de la stratégie. Ensuite, s'assurer qu'on a toutes les personnes nécessaires pour ça. Donc, par exemple, si on a un jeu comme Fortnite, hein, où il y a beaucoup d'interfaces, parce que c'est vrai que même si l'UX c'est pas que l'interface, l'interface c'est quand même une grande partie, est-ce qu'on va avoir suffisamment de personnes pour travailler dessus? Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'UX designers pour arriver à formaliser toutes ce que les game designers veulent avoir dans le jeu? Comment est-ce qu'on va arriver à exprimer ça dans le jeu, faire en sorte que ce soit utilisable et accessible? S'assurer on va faire des tests utilisateurs régulièrement, s'assurer que aussi on a les outils dont on a besoin, qu'on a le pipeline nécessaire, que tout le monde est embarqué, y compris le business, qui comprennent que par exemple on va devoir faire des tests et tester des choses et ça va pas forcément être joli, et s'ils arrivent en test utilisateur et qu'ils voient ça, qu'ils comprennent pourquoi on fait ça, parce que parfois nous on comprend pourquoi on le fait, on va faire des prototypes et qui sont laids, on va faire des erreurs, mais on a besoin de ça pour améliorer le jeu, mais parfois c'est pas compris dans la hiérarchie, et il peut y avoir des gens qui arrivent en disant mais pourquoi vous montrez ça, ça va porter atteinte à la réputation de... Je dis pas que ça m'est arrivé, mais c'est ce genre de questions qui vont se poser. Donc il faut s'assurer que tout le monde soit bien coordonné et qu'on ait les bons outils, les bonnes personnes et les bons process. Donc c'est ça pour moi la stratégie. Et dans ma carrière, j'ai commencé plutôt en recherche utilisateur dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, je fais plus ça parce que je suis indépendante, donc j'ai pas de labo, donc je peux pas faire de Ouais. tests toute seule. Donc du coup, je suis spécialisée en stratégie. Par contre, je me considère pas du tout comme designer. Je suis pas du tout UX designer. J'ai pas une formation en UX. Moi, j'ai une formation voilà, en sciences cognitives assez formelle. Donc c'est pour ça que la recherche utilisateur, c'était beaucoup plus ça faisait beaucoup plus sens dans l'évolution de ma carrière. D'accord. Et est-ce que tu penses que ta formation en recherche cognitive est vraiment très importante apporte beaucoup d'informations et importante pour travailler dans le jeu vidéo? Oui, pour travailler n'importe où, hein, d'ailleurs. Les facteurs humains et l'interaction humain-machine, c'est des sciences cognitives appliquées. Hmm. Donc c'est vraiment le cœur, c'est vraiment la base des informations formelles. C'est important de comprendre comment le cerveau fonctionne, comment on comprend les informations, comment on les traite, quelles sont les limites de notre cerveau en termes de perception, d'attention, de mémoire, comment fonctionne la motivation humaine, ce genre de choses. C'est vraiment primordial si on veut améliorer l'expérience utilisateur. Après, on n'est pas obligé d'avoir un doctorat en sciences cognitives pour faire ça, mais pour ce qui est de la recherche utilisateur, ce qui est intéressant quand on a fait de la recherche, c'est que du coup, on est déjà formé à conduire des études tout en contrôlant les biais, en faisant attention justement de pas trouver des patterns qui n'existent pas, comme les êtres humains font souvent, et de prendre en compte ça. Donc quand on a été formé à faire de la recherche, on sait déjà contrôler tout ça, et c'est ce qui est le plus long en fait à maîtriser. Donc du coup ça fait sens quand on a un doctorat, enfin, ou même quand on a fait de la recherche, peu importe la science, hein, c'est un avantage certain pour la recherche utilisateur dans n'importe quelle industrie. Et dans les jeux vidéo,
C'est pareil. D'accord, ok. Et aujourd'hui on peut évaluer l'expérience utilisateur dans un jeu vidéo? Et en fait, au fond de la question, c'est plutôt est-ce qu'il y a des moyens ou des méthodes qui sont différentes d'une recherche utilisateur ou d'une expérience utilisateur différente dans un produit, on va dire, standard? Design Plus. Non, alors c'est pas du tout fondamentalement différent. On utilise les mêmes méthodes et les mêmes outils. Ce qui va être différent, c'est qu'on va pas juste mesurer est-ce que c'est efficace, efficient, et est-ce que c'est utilisable. Un jeu a besoin d'être engageant. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'amuser, on a besoin d'avoir des émotions. C'est pas un outil, donc c'est vraiment la grosse différence. C'est que en plus, nous, il faut vraiment que le jeu soit intéressant et engageant et fun. Et ça, à mesurer, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que de mesurer. Voilà, si les gens arrivent à faire les tâches et à accomplir leurs objectifs avec un outil, ça c'est plus facile, c'est beaucoup plus objectif et concret à mesurer. Est-ce que les gens ont du fun, s'amusent, c'est un peu plus compliqué à mesurer, mais voilà, c'est la grosse différence entre les méthodes de recherche pour les outils et les jeux et n'importe quel produit de divertissement. C'est comme les films, quand on va faire des tests utilisateurs, on veut s'assurer que le film soit pas ennuyeux. Ah oui, Les bien gens sûr. ils ont envie de rester dans la salle. Donc voilà, on a cette dimension c'est vraiment la plus grosse différence. D'accord. Différente. Différence, je vais y arriver. Et avec quels outils ou quelles méthodes vous C'est employez? essentiellement de l'observation qu'on va faire. Hein. C'est D'accord. vraiment, on fait venir des joueurs et des joueuses et en fonction de où on en est dans le développement du jeu, soit ils jouent vraiment dans le jeu qui est quasiment fini, ou alors c'est carrément des prototypes. Parfois ça va être juste vraiment des prototypes dans Figma ou dans Adobe XD, comme on fait dans d'autres industries, pour savoir si les joueurs arrivent à faire certaines tâches. Donc, par exemple, dans un jeu comme Fortnite, on a du crafting, donc on doit confectionner des armes, des pièges, etc. On peut tout à fait faire un test avec un prototype en essayant de voir cherche le piège, je sais pas, pour te soigner et crafte-le. Et donc, on peut s'assurer que les personnes arrivent à faire ça. Donc, on a vraiment différents types de tests en fonction de où on en est, ce qu'on cherche à mesurer. Donc, on a vraiment des tests d'utilisabilité de base. Et ensuite, plus le jeu est avancé, plus on peut poser des questions pour savoir qu'est-ce que les joueurs s'intéressent dans le jeu. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont envie d'accomplir dans le jeu, ou est-ce que voilà, juste ils ont pas forcément d'objectifs, et donc ça c'est une indication comme quoi le jeu est pas très fun. Donc on a d'autres questions comme ça. Après, on n'utilise pas trop de biométrie parce que c'est très coûteux et ça nous apporte pas tellement plus pour nous aider à comprendre. Et l'autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est la télémétrie. Donc on va regarder ce que les gens utilisent comme compétences dans le jeu, si je sais pas, ils me retrouvent à un endroit, donc ça voudrait dire que c'est trop difficile, est-ce qu'ils reviennent ou est-ce qu'ils quittent le jeu puis jamais ils ne reviennent. Donc voilà, c'est vraiment les outils principaux qu'on utilise. D'accord. Par exemple, sur Fortnite, toi tu as travaillé sur la première version, j'imagine, c'est ça? Oui. Est-ce que combien de temps ça a été tu as travaillé combien de temps sur le produit Fortnite et sur la stratégie avec Epic plus de Games? 4 ans. Près de 4 ans. En fait, dès que j'étais embauchée chez Epic, donc c'était mi-2013, j'étais embauchée comme directrice UX au niveau studio, donc je m'occupais pas que de Fortnite. Mais l'équipe Fortnite était très réceptive à l'UX. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec cette équipe. Donc dès que j'ai commencé chez Epic, j'ai commencé à travailler avec l'équipe et jusqu'à ce que je parte, donc mi-2017. Donc c'était 4 ans. Et le jeu a été en test en ligne pendant 2 ans.
Ah C'est-à-dire oui, d'accord, quand qu'on même. a sorti une version très très tôt et on l'a testé très régulièrement. On faisait qu'on appelait des online tests, D'accord. justement pour. C'est un jeu quand même assez complexe à mettre en place. C'était assez nouveau la composante de construction dans un jeu d'action comme ça. Donc il y avait quand même beaucoup de questions. Et puis c'est surtout la partie Save the World, il y a beaucoup de systèmes. Donc on voulait s'assurer voilà que c'était pas complètement imbitable, que les joueurs arrivaient quand même déjà à prendre le jeu en main sans que ce soit le mal de tête assuré et voilà que ce soit intéressant de continuer à jouer. D'accord, ok. Je sais que dans les équipes qui développent des jeux vidéo, il existe depuis longtemps le rôle de game designer. Et Mhm. c'est un C'est rôle. central hein. Ou- dans tous les jeux. C'est le game designer, la game designer qui détermine les règles du jeu. Voilà, exactement, qui sont là pour concevoir le gameplay, donc comme tu disais, les règles du jeu, le concept, la prise en main, mais aussi, j'ai lu que c'était aussi l'expérience de jeu. Et toi, en tant que UX stratégiste, qu'est-ce que tu apportes en plus dans une équipe qui développe ou qui veut développer un jeu vidéo? Mhm. Bah, tu l'as dit, en fait, les game designers, ce qui les intéresse le plus, c'est pas tellement le jeu lui-même, mais c'est quelle expérience les joueurs vont avoir quand ils jouent au jeu. Donc c'est vraiment ça qui les intéresse. Et ben mon rôle, c'est de vérifier que l'expérience qu'ils souhaitent offrir aux joueurs soit vraiment ce qui se passe, parce qu'une expérience se passe dans le cerveau des uns et des autres, et donc on peut pas, c'est pas contenu en fait dans le jeu lui-même. On va faire un jeu en espérant voilà que ça va être un jeu qui va faire réfléchir ou un jeu un jeu d'action ou je sais pas un jeu qui va apporter des émotions qui va soit nous rendre heureux, triste ou je sais trop quoi. Mais ça on peut pas l'intégrer dans le jeu en fait. On va déterminer un jeu et déterminer une direction artistique en espérant que ce jeu va créer les émotions et va être amusant et fun pour les joueurs, mais il n'y a aucun moyen de le vérifier si on ne se place pas du côté des utilisateurs ou des joueurs pour mesurer leur expérience et pour essayer d'anticiper les problèmes qui pourraient justement nuire à l'expérience qu'on cherche à offrir. Donc c'est D'accord, ça que j'apporte, c'est que je les aide à accomplir leurs objectifs. d'accord. D'après toi, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo est bon ou Oui, c'était ça la question à $1 million. C'est très difficile en fait de faire des jeux engageants qui soient intéressants. On parle de Fortnite, il y a quand même très très peu de jeux qui sortent du lot et qui restent au-dessus pendant un certain temps. Tout le monde n'arrive pas à faire le Scram, hein, c'est quand même, il y a quand même très peu de jeux qui restent sur la durée. Moi, j'aime bien découper donc en utilisabilité et en ce que j'appelle l'engageabilité. C'est un peu barbare comme terme, mais je découpe en ingrédients. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle, mais si on découpe en ingrédients et qu'on s'assure déjà que le jeu est facile à prendre en main, qu'on est, comme je dis, qu'on n'est pas en train d'avoir un mal au crâne à chaque fois qu'on essaie de comprendre les règles, déjà c'est quand même important, mais c'est pas suffisant. Il faut que le jeu donc soit engageant et pour ça, pour moi, on n'a pas beaucoup de données pour qu'est-ce qui rend un jeu fun et engageant. C'est encore trop récent quand même d'un point de vue des recherches sur le sujet. Mais donc pour moi, ce qui me paraît important, c'est est-ce que les joueurs sont modifiés, est-ce qu'il y a des émotions qui sont créées et est-ce qu'on a ce qu'on appelle le game flow, donc cette sensation de flow quand on est vraiment absorbé dans une activité qui nous intéresse, que ce soit lire, regarder un film ou jouer à un jeu vidéo. C'est ça qu'on cherche en fait. On cherche vraiment à être dedans. Et c'est cette notion-là qui va être assez importante. Mais voilà, après, ce sont juste des ingrédients et c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour moi, les bons jeux, c'est ça. Donc, surtout au niveau de la motivation, ce qui va être important, c'est la motivation intrinsèque, parce que quand on joue à un jeu, c'est
pour le plaisir de jouer, ça n'est pas forcé de le faire, contrairement à un outil. On peut être forcé d'utiliser un outil particulier pour accomplir des tâches. C'est pas le cas des jeux vidéo. Personne nous force à jouer, sauf si on est professionnel et qu'on doit jouer. Ouais. Mais donc c'est ça, c'est une question de motivation intrinsèque. Donc ça va être autour de la compétence, de l'autonomie et de l'affiliation. Donc ça, c'est les 3 composants de la motivation intrinsèque. On sait que si une activité nous permet de ressentir de la compétence, de l'autonomie et ou un sens de l'affiliation, donc le sens relationnel, cette activité va être plus intéressante et plus intrinsèquement motivante. Pour moi, les bons jeux vidéo, c'est des jeux qui permettent de faire ça. Et c'est pour ça que il y a très peu de jeux qui arrivent à le faire. Et c'est souvent, surtout aujourd'hui, des jeux multijoueurs qui vont rester dans la durée, parce que justement on a cette composante relationnelle qui est tellement importante pour les humains, c'est souvent ça qui fait qu'un jeu va durer longtemps. Mais tous les bons jeux ont ça en fait, ne sont pas forcément complexes à prendre en main, mais ils sont extrêmement difficiles à maîtriser. En fait, c'est ça, on cherche à avoir de la profondeur dans un jeu sans qu'on ait trop de complexité. Et voilà, ça c'est très difficile. D'accord, ok. Je te remercie. Dans ton livre, donc dans le cerveau du gamer, il y a la 3e partie qui est consacrée à l'éthique des jeux vidéo. Et je sais qu'il y a certains jeux vidéo qui ont été décriés car il y avait trop de violence gratuite ou trop de frustration, trop de dark patterns à l'intérieur. Penses-tu que les jeux vidéo qui seront prochainement développés ou qui sont en cours de développement devront adopter un design, on va dire, plus éthique? Alors, pour répondre rapidement, oui, je pense que c'est de toute façon, quand on travaille en UX, on ne peut pas répondre non à cette question. Bien sûr. L'éthique, c'est quand même la bienveillance et l'inclusion, l'accessibilité, c'est quand même central dans ce qu'on fait. Après, la question du jeu vidéo, tu parlais de violence gratuite, ça c'est compliqué quand même d'aborder ce sujet-là. C'est vraiment comme on a eu ce débat-là avec le cinéma, avec les bandes dessinées. C'est quoi en fait la violence gratuite, à partir de quel moment on détermine que c'est gratuit, qu'est-ce que ça veut dire. Donc oui, c'est très important de comprendre que c'est un produit culturel. Donc comme tout produit culturel, c'est avoir un impact, et c'est important de comprendre quel est cet impact. Est-ce que dans certains cas, l'impact peut être négatif sur certaines personnes? Si c'est le cas, pourquoi, dans quel contexte et sur quelle personne? Donc c'est pour ça que, par exemple, là, il y a certains films qui vont être interdits aux moins de 18 ans, par exemple, parce qu'on a déterminé que dans certaines conditions, pour les personnes mineures, ça peut être difficile à gérer. Donc ça, c'est ce genre de questions qui s'appliquent absolument aux jeux vidéo, puisque c'est un produit culturel également. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins claires. Donc tu vois, la violence, c'est pas évident de se dire à quel moment c'est violent et qu'est-ce qu'on détermine comme violence. Est-ce que c'est juste le sang? Est-ce que c'est le type d'action que l'on fait dans les jeux? Parce que la grosse différence en fait des jeux vidéo par rapport aux films, c'est que on peut vraiment développer des émotions différentes. C'est-à-dire que c'est difficile en regardant un film de générer des émotions de culpabilité, par exemple. Alors que dans un jeu vidéo, on peut arriver à faire ça. J'aime bien prendre l'exemple d'une game designer qui est très connue, qui s'appelle Brenda Romeo, qui d'ailleurs a écrit la préface de mon livre en anglais. Et elle a créé un jeu qui s'appelait Train, donc train. Et le but du jeu, c'était d'être le plus efficace possible pour transporter des personnes d'un point A à un point B, et donc en moins d'aller-retour, arriver à que ce soit de plus efficient pour mettre de plus en plus de personnes pour aller au point A au point B. Et au fur et à mesure qu'on joue à ce jeu-là, on s'aperçoit qu'en fait, le train va à Auschwitz. Et donc, les personnes qui jouent à ce jeu-là, c'est un jeu très intéressant parce que du coup, ça nous permet de nous remettre en question, à comprendre si on se reste focalisé à être efficace et efficient dans notre travail, on perd complètement le pourquoi on fait ça. Et donc, c'est un jeu extrêmement intéressant pour ça, mais du coup, ça crée de la culpabilité dans les gens qui ont joué à ce jeu-là. D'ailleurs, souvent n'ont pas rejoué parce qu'on se sent coupable en fait d'avoir essayé
d'avoir le maximum de points une fois qu'on comprend c'est quoi le but du jeu. Et les jeux sont très intéressants pour ça. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux jeux vidéo pour la santé ou l'éducation, parce qu'on peut justement créer des situations comme ça et créer des émotions qu'on va pas forcément avoir avec un film, parce qu'on est acteur et actrice. Et donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important dans les jeux vidéo, parce que c'est interactif, de se poser la question de l'impact que ça peut avoir, qu'il soit positif ou négatif. Après, tu parlais des dark patterns. Donc les dark patterns, juste pour s'assurer que tout le monde comprend, c'est un design qui est fait exprès pour tromper les gens et dont le but est de favoriser l'entreprise au détriment de l'utilisateur. Absolument, donc, par exemple, tout à fait. Ouais. Si on veut acheter, je sais pas, un billet de train ou un billet d'avion, et voilà, on achète le billet, pop, et au moment où il faut payer, d'un seul coup, il y a une ligne qui a été rajoutée pour vous faire acheter une assurance, alors qu'on n'a pas vraiment vu, et parce qu'on a juste rajouté une ligne et qu'on fait pas attention, justement, parce l'être humain n'a pas beaucoup de ressources attentionnelles, on peut se faire piéger et acheter quelque chose dont on n'a pas envie d'acheter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dark pattern. Alors les jeux vidéo, on utilise quelques-uns, mais comme les autres industries. Mais par contre, il y a plus d'utilisation de ce que moi j'appelle des zones d'ombre. C'est pas forcément de la tromperie, mais ça va être, on va inciter les gens, par exemple, à revenir le lendemain pour avoir un coffre, et s'ils reviennent pas le lendemain, mais ils le perdent à tout jamais, ou ils pourront récupérer, mais il sera beaucoup moins intéressant que s'ils viennent tous les jours, etc. Donc ça, c'est pas vraiment des dark patterns dans le sens où le joueur n'est pas trompé, mais on incite le joueur à revenir jouer, non pas parce que le jeu est intéressant pour le joueur, mais parce que on exerce une espèce de pression qui est du coup en dehors du gameplay lui-même, et qui a juste pour but de faire revenir les joueurs, les faire se connecter, et on punit le désengagement. C'est pas tant qu'on va dire ah bah merci d'être revenu, voici un cadeau. C'est si tu reviens pas, tu n'auras pas le cadeau et tu l'auras jamais plus, ou pas au niveau que tu l'aurais eu si tu venais tous les jours. Donc c'est là où il y a une nuance, où il y a des jeux qui peuvent punir le désengagement. Et je trouve que c'est pas très éthique, tout simplement parce que voilà, l'argent comme le temps sont précieux, et quand on travaille en UX, on cherche à avoir une position gagnant-gagnant, que le jeu soit rentable, parce que de toute façon ça c'est quand même important. C'est beaucoup de choses se cassent la figure, c'est aussi pour ça que beaucoup de studios utilisent ce genre de procédé, mais aussi qu'il faut que ce soit gagnant pour l'utilisateur, qu'on respecte le temps et l'argent et l'intégrité des joueurs et des joueuses. D'accord. Est-ce que tu penses que les studios, pour eux, l'éthique, en fait, c'est un mot qui devient de plus en plus important chez eux, comme UX design? Ça reste une industrie, hein, donc comme toutes les industries, malheureusement, on est dans une société capitaliste. Ce qui est important pour les actionnaires, hein, c'est que l'entreprise fasse un meilleur chiffre, fasse du chiffre, et que le chiffre soit meilleur tous les ans. Donc malheureusement, on est dans cette société-là. Ce qui fait que les questions d'éthique, c'est quand même pas au top des priorités. Après, je dis pas que personne n'en parle, mais voilà, c'est quand même important que ce soit les utilisateurs qui forcent cette discussion. Après, bien sûr, il y a encore une fois, comme le jeu vidéo, c'est pas juste une industrie, c'est aussi une forme d'art, et c'est des gens passionnés qui font les jeux. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'éthique, justement, qui veulent s'assurer que leur jeu soit fun, que les joueurs en aient pour leur argent, et qu'ils aient un bon moment, et qu'ils se sentent pas prisonniers du jeu. Il y a beaucoup ce sont des discussions qui ont lieu. Maintenant, voilà, au niveau de la hiérarchie, c'est pas toujours la priorité. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'univers de l'UX design chez les éditeurs de jeux vidéo. Est-ce que, d'après toi, il va y avoir
plus de recrutement dans les studios de création des jeux vidéo dans les prochains mois ou dans les prochaines années? Parce que Oui, c'est. excuse-moi, j'avais regardé rapidement, avant notre interview, j'avais regardé rapidement sur LinkedIn un peu les posts. Et je voyais effectivement chez Ubisoft, pour pas les citer, que il y avait un ou deux postes qui se baladaient par là, mais c'était pas encore la priorité. J'ai pas été regardé chez LucasArts ou d'autres, ou non, pas chez LucasArts, mais chez Epic Games. Mais Oui. je, Oui, alors c'est. vas-y. Ils sont de plus en plus sollicités. C'est une tendance qui va à la hausse, donc si on en croit la tendance, ça ne va faire qu'augmenter. Je pense sincèrement que ça va augmenter parce que les jeux vidéo sont de plus en plus complexes D'accord. et ils prennent de plus en plus de place aussi dans notre vie. Donc Mm. c'est quand même important, surtout que les plateformes sont aussi de plus en plus complexes, les consoles sont de plus en plus puissantes. Et donc plus c'est puissant, plus les jeux ont tendance voilà, à avoir beaucoup de systèmes à gérer. Et donc forcément, on a besoin de UX designer quand on a un jeu où on a énormément de systèmes, de progression, qu'on a du crafting, qu'on a de la construction, que c'est, je sais pas, qu'on a du role-playing, et qu'on doit développer soit un personnage, soit une vie. Enfin, forcément, ça nécessite des questions en UX design beaucoup plus importantes que si on a un jeu simple où il faut juste, je sais pas, moi, tirer sur des cibles qui bougent de gauche à droite. C'est quand même, plus ça se développe, plus ça devient compliqué de déjà comprendre les règles du jeu, les boutons sur lesquels il faut appuyer, etc. Et donc forcément, on aura plus besoin de UX designer. D'accord. Je ne vois pas comment la tendance pourrait redescendre, surtout que de plus en plus les studios comprennent l'intérêt de l'expérience utilisateur. Après, ils comprennent pas forcément ce que c'est qu'un UX designer. Et ils se focalisent un petit peu trop sur l'interface ou voir vraiment l'aspect artistique de l'interface. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure Ouais. au début, absolument. Ouais. Ouais, donc il y a encore un peu d'éducation à faire sur ce qu'est l'UX et ce qu'est le rôle d'un UX designer. D'accord. Est-ce que toi, par exemple, tu as participé à des recrutements d'UX designers, même Oui. junior, par exemple? Oui. Il y D'accord. a plus, enfin, avant quand j'étais quand je bossais dans les studios, oui, plus maintenant parce que je suis en freelance depuis 4 ans. D'accord. Est-ce que il existe des écoles ou des formations pour se spécialiser à l'UX design, spécialisé en jeux vidéo, que ce soit en France, en Europe, ou peut-être ailleurs dans le monde, s'il te plaît? Oui, alors il y a de plus en plus les écoles de jeu ont des cours en UX et en UX design. D'accord. Donc je sais que par exemple que ce soit l'Engine, que ce soit Rubica ou Isart, ils ont des cours en UX et en UX design. Après, il n'y a pas de cursus à ma connaissance de spécialisation en UX dans les jeux vidéo, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que de plus en plus, comme on a de plus en plus besoin de UX designers et que de toute façon il n'y a pas de formation pour l'UX design spécialisé dans les jeux vidéo, bien souvent on va embaucher, moi les UX designers que j'ai embauchés venaient d'autres industries, ils étaient UX designers, qu'on avait un cursus en HCI, en interaction humain-machine, en facteur humain classique. Hein. D'accord. Mais voilà, c'était des gens qui aimaient jouer aux jeux vidéo à côté, donc qui comprenaient un petit peu les jeux, qui avaient une bonne culture des jeux vidéo. C'est pas si difficile que ça de basculer dans le jeu vidéo quand on est UX designer, surtout en ce moment, alors qu'on a de plus en plus besoin de UX designers. Et je vois pas, en fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait un cursus spécialisé en UX design pour les jeux vidéo, puisque de toute façon, encore une fois, la seule différence, c'est que voilà, un jeu vidéo doit être amusant, et donc il faut simplement comprendre un petit peu c'est quoi les composantes du fun.
Et surtout avoir une bonne culture du jeu vidéo pour voir les tendances un petit peu et comprendre ce que les game designers vont vous dire. Donc à partir du moment où on a cette sensibilité, on peut l'apprendre. Hein, il y aura pas trop de enfin ce sera pas trop compliqué de basculer. La seule chose, c'est vraiment d'apprendre le vocabulaire, parce que les game designers, ils vont vous dire, voilà, dans le jeu, on va voir telle mécanique ou tel système qu'il y a dans tel autre jeu. Donc, si vous n'avez pas une bonne culture du jeu vidéo, ça peut être un peu difficile de dialoguer. Donc, c'est surtout ça. Mais bon, ça s'acquiert, hein, c'est comme tout. C'est intéressant parce que tu as débordé sur une question suivante qui était quelles recommandations pourrais-tu faire, mais voilà, tu viens de les donner, donc je te remercie. Oui, puis alors en plus j'ai un blog, j'ai écrit un blog justement pour expliquer aux gens comment rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, surtout pour les post UX. Pour l'instant, il est en anglais, mais je suis en train de le traduire, donc je sais que je dis ça depuis plusieurs années, mais là c'est vraiment vrai. J'ai embauché des gens pour m'aider à le traduire, comme ça sera plus simple. Si j'attends d'avoir le temps, je vais pas y arriver. Donc c'est en cours là. Donc les conseils, ça va. Bon, moi, je suis basée aux États-Unis depuis une dizaine d'années, donc c'est quand même relativement basé par rapport à ce que je vois aux États-Unis, mais je pense qu'en France, c'est pas très différent, donc ça peut s'appliquer. Donc vous trouverez sur mon blog, donc c'est celiaodan.com, et dans le blog il y a plusieurs articles, et un des derniers c'est sur des conseils sur comment basculer dans le jeu vidéo dans un post UX. D'accord. Bien, merci pour la référence. Est-ce que on me pose beaucoup cette question, c'est pour ça que non, mais t'as raison de le partager, c'est tout à fait normal. Est-ce que d'après toi, il existe, je sais pas, des groupes ou des Slack avec des spécialistes UX autour du jeu vidéo Oui, ils sont aussi sur ma page. J'ai une page de ressources où ils sont dedans. Alors, par contre, encore une fois, comme je suis plutôt aux États-Unis, je sais pas s'il y a des Slack ou des Discord en France. Enfin, en tout cas, francophone. Ça, je pourrais pas te dire, mais par contre, oui, il y en a plusieurs. Ils sont listés sur ma page de ressources. Il y en a pas des tonnes, hein, mais il y a déjà la GRUX, donc c'est GRUX. Ça, c'est pour Game Research and User Experience. Donc, il y a pas mal de ressources déjà là. Il y a aussi We Can Fix It in UI. Donc, ça, c'est justement une communauté Discord qui s'amuse du fait que beaucoup de gens pensent que l'UX, c'est juste du UI et qu'on peut tout régler dans l'interface. Donc, il y a plusieurs groupes qui existent. Et puis, après, il y a aussi aller au Game UX Summit ou au GRUX Summit. D'accord. C'est surtout là, en fait, que les échanges se font. D'accord. Et tu peux nous parler rapidement du Game UX Summit, s'il te plaît ? Oui, alors ça, c'est une initiative que j'avais faite avec Epic Games. D'accord. Justement, l'idée, c'était de faire venir pas mal d'expertise en UX pour montrer que c'était pas juste moi qui faisait du UX dans les jeux vidéo. Et ça avait bien plu. On a eu 300 personnes la première année. Donc, c'était Epic Games qui le hostait, qui s'en était occupé. Et du coup, on l'a déplacé en fait. L'année d'après, on l'a fait chez Ubisoft Toronto. Après, moi, j'ai quitté Epic, et donc je l'ai continué toute seule. On l'a fait chez Electronic Arts à Vancouver. En 2019, on l'a fait chez Plein Image en France. Et donc, l'idée, c'est de le faire bouger tout le temps. Alors, on essaie de le faire venir en Europe de temps en temps, parce que c'est pas toujours en Amérique du Nord. D'accord. Et cette année, on croise les doigts, on devrait pouvoir recommencer à le faire en personne chez Bungie, à côté de Seattle, aux États-Unis. D'accord. Enfin, et c'est quoi c'est une convention, c'est quoi? Oui, alors c'est vraiment juste une conférence, mais spécialisée en UX pour les jeux vidéo. Donc c'est assez petit, hein. En général, on est entre 200 et 300. D'accord. Donc c'est encore une fois, c'est pas énorme. Mais justement, ça permet d'avoir un summit à taille humaine, et c'est que des gens qui sont spécialisés. Alors soit des gens qui sont spécialisés en UX dans le jeu vidéo. On a aussi beaucoup de game designers, beaucoup d'artistes, parce que en plus l'idée c'est de
voilà, d'avoir une vue d'ensemble et pas juste de parler de UX design ou de user research. Donc c'est pour ça que ce summit a cette volonté de montrer l'UX vraiment sous toutes ses formes et de montrer toutes les différentes perspectives. Et peu importe le métier que l'on a dans le jeu vidéo, comment est-ce qu'on peut toujours réfléchir à la façon, que ce soit si on est sound designer, si on est artiste UI, si on est game designer, si on est programmeur, quel est l'impact de notre travail sur l'expérience finale que les joueurs vont avoir. Donc, c'est vraiment ça le but, hein, c'est que ce soit très comment dire, divers et avoir différentes perspectives. D'accord. Donc pour les auditrices et les auditeurs, donc il existe un site internet qui s'appelle donc GameUXSummit.com, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et sinon, bien entendu, vous trouverez les ressources sur le site de Célia également. Oui, j'ai mis ce ressource, mais je mets tout sur mon site comme ça. Voilà. Je voudrais te poser dans les dernières questions, avant de conclure cette interview, d'après tes nombreuses expériences dans les différentes sociétés de jeux vidéo, quelle expérience retiens-tu aujourd'hui? Design Plus. C'est... En fait, l'expérience que je retiens, c'est que faire des jeux vidéo, c'est vraiment dur, en fait. Et je pense que la plupart des gens dans le grand public ne réalisent pas à quel point c'est un univers assez... Bon, déjà, pas très inclusif, hein, c'est quand même principalement masculin, c'est pas très divers. Et c'est assez intense, hein, il y a beaucoup on travaille beaucoup en heures supplémentaires dans le jeu vidéo, il y a même un petit terme doux qu'on utilise, on appelle ça le crunch dans le jeu vidéo. Donc ça m'a un peu surpris en fait quand j'ai intégré l'industrie du jeu, m'apercevoir quel est l'envers du décor. Donc je sais pas si c'est la réponse que t'attends, mais voilà, c'est quand même assez pour une industrie qui est basée sur le fun et pour offrir du fun, c'est quand même assez intense et au final, la plupart des gens qui travaillent dans le jeu vidéo n'ont même plus le temps de jouer en fait. D'accord. Donc voilà, je sais pas si n'hésite pas à me poser une question plus spécifique si tu cherchais une réponse. Non, j'attendais okay. T'as une réponse comme ça me va très bien. Et par rapport à tes expériences, quelles erreurs as-tu faites et que tu aimerais revenir dessus aujourd'hui, s'il te plaît? Ouais, alors ça, c'est une question toujours très, très difficile. Alors, des erreurs, j'en ai fait énormément et j'en fais encore beaucoup. Mais pour moi, c'est pas grave dans le sens où ça fait partie de notre métier, de faire des erreurs, d'essayer des choses, de faire des erreurs, mais à partir du moment où on tire des leçons de nos erreurs, c'est ça qui nous fait grandir. Donc dans ma carrière, j'ai fait énormément d'erreurs, mais ça m'a permis d'apprendre des choses. Après, des erreurs pour lesquelles est-ce que je reviendrai en arrière pour ne pas les faire, je sais pas, hein. C'est toujours un peu difficile. Je pense que je sais pas si je serais capable de déterminer quelles seraient les erreurs que je voudrais plus faire. Peut-être que sûrement les erreurs qui ont découlé de rendre un jeu moins inclusif et pas assez accessible, c'est clairement des erreurs que j'aurais pu faire aujourd'hui. Mais malheureusement, je sais que ça va continuer parce que c'est vraiment pas facile et on sait que tout design va exclure des gens, mais c'est clairement des erreurs voilà, de peut-être pas avoir mis de point d'honneur à parler plus d'éthique et d'articuler ces questions de dark pattern que j'arrive mieux à articuler aujourd'hui, que j'arrivais pas aussi bien articulé avant, ou même quand on est plus junior, c'est des choses, c'est difficile de parler de ces choses-là alors que justement on essaie de faire valoir l'UX, donc on met peut-être plus en avant regarde, si on fait des tests, ça va permettre de rendre le jeu plus
plus fun. Donc, du coup, ça fait un plus gros chiffre. Et on parle pas assez de ce qui est important aussi en UX, c'est les questions d'inclusion, d'accessibilité, tout ça. Donc, s'il y a vraiment une erreur que j'aimerais corriger, c'est celle-là, c'est de pas avoir mis ça plus en avant ou pas l'avoir aussi bien articulé avant. Mais d'un autre côté, c'est comment on peut faire ça quand là je peux faire ça beaucoup plus aujourd'hui parce que je suis indépendante et que et que j'arrive à vivre de façon indépendante, donc c'est plus facile pour moi de l'articuler. C'est vraiment pas simple quand on est plus junior et qu'on se développe dans un domaine, d'arriver à articuler ça. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens en UX qui se posent ces questions-là, et c'est franchement pas évident. Donc je veux pas non plus dire ah là là, j'aurais aimé le faire différemment, etc., pas faire cette erreur-là, nanana. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc Oui, voilà. et puis je pense aussi que quand on est junior, on apprend aussi, donc Oui. forcément il y a des erreurs qu'on va faire. Et c'est normal, comme tu disais en intro, de les faire, ça fait partie du métier, donc faut bien les faire à un moment ou à un autre. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est tellement plus important aujourd'hui pour moi, justement, de parler d'éthique et parler d'inclusion et de faire en sorte que plus de gens en parlent pour que les personnes UX qui sont juniors aujourd'hui et qui n'ont pas forcément un siège à la table, aient plus de cartouches, enfin plus de munitions justement pour parler de ça et pour montrer à quel point ça peut sur le long terme être négatif pour la société, même si on devrait pas avoir à penser aux questions financières pour s'intéresser à l'inclusion et à l'éthique. Mais voilà, s'il y a quelque chose que je pourrais faire aujourd'hui pour améliorer ça, c'est justement que tout le monde en parle et que ça devienne normal, en fait, d'en parler, et que ce soit pas juste quelques personnes qui sont pas CEO, qui ont pas des postes dans la hiérarchie, dans la haute hiérarchie, qui puissent quand même être écoutés et faire avancer ces questions-là. D'accord, super, bah merci. Et le pendant de la question, c'est quelle réussite es-tu fière alors? Je sais pas si on va appeler ça une réussite, mais en tout cas une avancée qui m'en fait, c'est toutes les questions de ethical games. Ça je suis fière que c'est plus de questions, plus de questionnements autour de ça. Maintenant, j'appellerais pas ça encore une réussite, c'est encore balbutiant. Et à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message en me disant ah merci, ça m'a aidé d'articuler certaines choses et d'obtenir un poste ou de faire valoir certaines choses, ça j'en suis fière parce que ça c'est vraiment ça qui est important, je pense, de tous ensemble faire progresser cet état d'esprit et cette philosophie. Voilà, plus qu'autre chose, en fait, c'est surtout ça qui est important. D'accord. Surtout après une pandémie, je pense que on va retourner aux sources. D'accord. Est-ce que, d'ailleurs, tu parlais de Ethical Game, c'est quoi? Il existe un label peut-être aux États-Unis Non, ou alors pas du tout? pour l'instant c'est juste une initiative que je conduis et j'ai plusieurs personnes qui m'aident, mais voilà, j'ai pas créé une association autour pour l'instant. Peut-être qu'à terme c'est ça qu'il va falloir faire, mais là l'idée c'est juste une initiative. La première étape, c'est de rassembler toutes les datas que je peux récupérer vraiment du côté scientifique. D'accord. Pour déterminer justement quelles sont les zones d'ombre, quelles sont les questions d'éthique, où est-ce que on pourrait mettre une ligne en disant voilà, ça ce serait pas bien de le faire, et expliquer pourquoi c'est pas bien de le faire. Donc ce qui est vraiment important pour moi, c'est que ce soit basé sur des faits scientifiques, même s'il n'y a pas encore de consensus sur beaucoup de questions, mais en tout cas que ce soit basé sur des choses réelles et pas juste sur des paniques morales. Donc ça, c'est la première étape. Donc pour l'instant, il y a juste un draft, ça y est, c'est la fin de la journée, j'arrive plus à parler, je pense. Un brouillon, voilà, je vais y aller. Pour essayer justement de mettre sur la même page, ce serait quoi les questions d'éthique importantes,
et du point de vue du jeu pour les joueurs et les joueuses, mais aussi du point de vue des travailleurs et travailleuses dans le jeu vidéo. Parce que les questions d'éthique sont aussi là. L'inclusion est importante pour le jeu lui-même, pour que tout le monde puisse jouer, mais c'est aussi important qu'il y ait de l'inclusion dans l'industrie du jeu. Donc il y a deux grandes sections, le côté face aux joueurs et aux joueuses, et l'autre côté face aux personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Et donc l'idée, c'est de... Voilà, on a listé un peu tous les domaines, et maintenant, ce qu'on va faire cette année, je sais pas combien de temps ça va nous prendre, ça risque de prendre un peu de temps, c'est voilà, de rassembler un petit peu les données scientifiques qu'on aurait des uns et des autres pour avoir des guidelines, pour avoir des comment on dirait guidelines en français. Oui, des lignes à suivre, des lignes de conduite. Voilà, des lignes à suivre, voilà, très bien, un peu précises. Mais ça va prendre du temps. D'accord. Et après, l'idée, ce serait d'avoir une charte et à terme, donc, un label. Dans les doigts, voilà, soit un label, soit tout simplement une charte qui serait signée par les studios de jeux, et donc qui s'engageraient à suivre cette charte. D'accord. Ah ben c'est vraiment génial. Et, ce serait génial, oui. Oui, Mais tout pour à l'instant, fait. ne nous emballons pas. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu as besoin de bras? Est-ce que tu as besoin de gens qui t'aident? Alors, pour l'instant, comme je disais, j'ai besoin de scientifiques. Donc, je m'adresse à la communauté scientifique et des scientifiques indépendants. C'est aussi important c'est pour ça que moi, il faut que je me dégage un peu, même si j'ai une cursus scientifique. Aujourd'hui, je travaille dans l'industrie du jeu, donc c'est pas à moi non plus. Faut pas que je conduise ça de trop près pour que ça reste intègre. Donc, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'avoir des connexions avec tous les laboratoires qui travaillent sur des questions autour du jeu vidéo ou autour des questions de... tu parlais de violence, etc. Et quelles sont les problématiques autour d'un médium interactif comme le jeu vidéo et autour du jeu vidéo en soi, que ce soit au niveau... de la violence, des questions d'addiction qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui. Y a-t-il vraiment une addiction? Si oui, est-ce qu'il y a des choses particulièrement problématiques dans certains jeux, et ce seraient lesquelles, et dans quelles conditions, dans quel contexte, et pour quelle personne? Voilà, c'est ce genre de choses qui seraient intéressantes. Et donc, pour l'instant, c'est surtout à la communauté scientifique que je m'adresse. Donc, j'ai déjà pas mal de gens avec qui je discute. D'accord. Mais si quelqu'un m'écoute et fait partie de la communauté scientifique et qui travaille sur une de ces questions, vous pouvez aller sur ethicalgames.org pour regarder l'ensemble des questions qui nous intéressent. Et voilà, si vous travaillez sur ces questions-là, n'hésitez pas à me contacter. Bien non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que je pense que si on pouvait un jour déboucher sur un label comme Peggy 12 ou des choses comme ça, ce serait vraiment génial, quoi. Oui. Alors, après, ça risque d'être compliqué parce que il y a tellement de nuances que je pense que ça peut être difficile d'avoir des directives précises. D'accord. Je pense qu'il va y avoir c'est un peu... les codes d'éthique sont en général relativement larges pour que ça puisse être durable sur plusieurs années. Mais après, ce qui pourrait être intéressant, et c'est là où j'aurais peut-être besoin de demain justement pour m'aider à faire ça, c'est une fois qu'on aura suffisamment de données scientifiques pour avoir en tout cas une idée, même si la science va changer, c'est ça le fondement de la science, c'est quoi les données changent, en tout cas l'interprétation des données peut changer une fois qu'on a de nouvelles données. Ça pourrait être intéressant d'avoir justement un site où on va pas donner des directives, mais en tout cas on va donner des clés ou des choses un peu plus précises qui peuvent être modifiées en fonction des nouvelles plateformes, des nouvelles techniques qui sont développées, parce que ça aussi c'est tout le temps en mouvement. Donc ça, dans un deuxième temps, ça pourrait être très intéressant d'avoir de l'aide pour faire ça, mais on n'en est vraiment pas là. Ouais. J'ai bien compris. Mais oui, voilà. Et pardon, pour conclure, la dernière question, c'est si tu avais un seul conseil à donner à nos auditrices et à nos auditeurs, quel serait ce conseil, s'il te plaît?
Sur quoi sur l'UX et sur l'UX, sur et le jeu vidéo, voilà. Ça serait ça en fait, c'est de ne pas perdre de vue que l'objectif de l'approche UX, c'est quand même surtout d'améliorer la vie des humains avec la technologie et de ne pas perdre de vue cet aspect-là. Et c'est pas juste, on n'est pas juste là pour améliorer l'efficacité ou l'efficience d'un système, mais on est là aussi pour protéger. Les questions du UX, c'est aussi comment faire en sorte de rendre un système plus sécuritaire, que ce soit faire un habitacle de voiture plus sûr pour la personne qui conduit ou les personnes dans la voiture. Ça fait partie entièrement de notre travail et de réfléchir surtout aux questions d'inclusion et les questions qui se posent aujourd'hui sont assez compliquées parce qu'il y a maintenant on utilise beaucoup d'intelligence artificielle et quels sont en quoi le design ou les algorithmes peuvent exclure certaines personnes ou les défavoriser. Et ça, c'est de plus en plus prévalent. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de ces questions-là, mais pas encore assez. Donc voilà, ce serait ça le conseil de façon générale, parce que c'est le challenge qui nous attend dans un avenir très très proche. Et après, d'un point de vue pratique, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, c'est d'être assez curieuse et de faire beaucoup de connexions et de rencontrer plein de gens. Et le métier que je fais aujourd'hui, j'avais aucune idée déjà qu'il existait quand j'ai fait mes études, ni même au tout début de ma carrière. Et je pense que ça va être de plus en plus vrai il va y avoir des métiers qui vont être créés et qui n'existent pas aujourd'hui et qui peuvent être votre métier demain. Donc, c'est d'arriver à faire ces connexions et à voir les tendances. Et c'est pour ça que d'être curieux, d'arriver à réfléchir quelles compétences vous avez et en quoi vous pouvez les appliquer aux nouvelles technologies, ou ce qui arrive demain. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour votre développement et votre carrière, mais tout simplement pour votre épanouissement. D'accord, c'est super. Merci beaucoup, Célia. C'était un super conseil. J'espère que tout le monde pourra le suivre et pourra s'épanouir dans le futur grâce à ce super conseil. J'ai eu la chance c'est vraiment ça qui s'est passé. Et je suis vraiment contente d'avoir pu trouver un métier que je ne savais pas qu'il existait, qui, comme on disait au début, qui était vraiment à la croisée de mes centres d'intérêt et mes centres de compétences. Donc voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est un beau message pour la nouvelle année, puisqu'on est le 6 janvier, donc c'est le 5. Le 5. Et bien, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes pour cette nouvelle année. D'accord. Merci beaucoup, Célia, pour ce moment passé sur Design Plus. C'était vraiment très sympa, encore une fois, d'être passé par là. Avec plaisir. Et puis, je voudrais remercier les auditrices et les auditeurs de nous avoir écoutés. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine interview. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS_podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast,
YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. À bientôt!